émission débat, d'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. Sous le signe de la sagesse africaine, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonsoir et bienvenue à tous dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, nous allons évoquer l'un des coups tordus les plus infâmes commis par les services français en 1960 à l'encontre du militant camerounais. Militant anticolonialiste Félix Moumié, leader de l'UPC, mouvement qui luttait pour l'indépendance effective du Cameroun. L'assassinat de Félix Moumié le 3 novembre 1960 à Genève est l'œuvre des barbouzes du service Action du SDES, ancêtre de la DGSE, qui avait alors comme devise Ad Augusta, Père Augusta, vers les sommets par des chemins étroits. C'est au nom de cette devise, chère à Foccart, Monsieur Afrique de l'Élysée, que le leader camerounais est empoisonné à Genève le 3 novembre 1960. Pour évoquer ce coup tordu des services français, j'ai le plaisir de recevoir avec moi dans les studios d'Ifriqiya FM Moïse Self, bonsoir. Bonsoir. Mzora El-Hiani, bonsoir. Et Samuel Akizimana, bonsoir. Bonsoir. Je commence avec vous, Mzora. Bien sûr. Monsieur Moumié a été assassiné dans un contexte, en 1960, c'était l'année où la France négociait une certaine indépendance avec certains pays africains. Oui, effectivement. Alors déjà, Félix Moumié, c'était un leader panafricain. C'était lui qui a remplacé Ruben Onyobe, qui était à la tête de l'UPC, l'Union populaire du Cameroun. C'était tout simplement ses revendications, c'était pour la libération réelle du Cameroun, parce qu'on a effectué en 1959, le 1er janvier 1960, la libération soi-disant effective au Cameroun, à la tête avec Ahmedou Ahidjo. C'était un héritier de la France, donc l'UPC n'a pas arrêté de lutter pour demander la réelle indépendance. Et avant cela, on disait que c'était l'homme de Jacques Foccart. C'était l'homme de Jacques Foccart, effectivement. Enfin, Jacques Foccart, c'était Jacques Foccart, De Gaulle et tout ça. C'était les pionniers qui étaient à la tête de tous ces mouvements en Afrique, la colonisation. Et donc, avant de parler de l'assassinat de Moumié, il faut souligner qu'il était surveillé par les services secrets français bien avant, parce que depuis qu'il est rentré au Cameroun, je tiens à rappeler quand même qu'il était né en 1925 au Cameroun. Il a fait ses études au Sénégal et au Congo. Et après, il était médecin. Donc, il est rentré au Cameroun en 1947. Et c'est là qu'il a rencontré Ruben Onyobe, qui était déjà le leader de l'UPC. Et c'est là où il a commencé sa lutte réellement. Et aussi, il a traîné sa femme avec lui. Sa femme a été sa secrétaire aussi de Félix. Elle l'a aidé, elle lisait pour lui les livres et les rubriques, elle faisait des résumés pour lui pour qu'il soit préparé aussi quand il rentre du bureau. Et surtout, je tiens aussi à dire un point, c'est que l'administration française tenait toujours à envoyer Félix Moumié dans des zones reculées pour diminuer un peu en fait, son impact sur la population. Et malgré cela, ils n'ont pas empêché en fait, à ce qu'il avance. Ils n'ont pas empêché à ce qu'il rapporte des points positifs et quelque chose de grand pour sa lutte au Cameroun. Et Moïse Self, Félix Moumié avait sillonné pratiquement le monde entier. Il était en Chine, aux États-Unis, en Europe, pour justement plaider l'indépendance du Cameroun. Oui, on va dire que c'était quelqu'un qui était à la recherche de visibilité, parce qu'une très grande partie de ses actions étaient faites depuis l'extérieur du Cameroun à cette époque. Donc on parle de cette période autour des années d'indépendance. La France massacrée, donc justement. il y a eu, on doit le rappeler, il y a eu un massacre de 800
000 Oui, Camerounais. 800 000 Camerounais, oui. Et donc, dans ce contexte-là, étant donné qu'il était à l'extérieur du Cameroun, il lui fallait une certaine visibilité, il lui fallait de l'aide. Donc, ici, il a sillonné le monde, comme vous l'avez dit, la Chine, il était à Accra. Donc comme on peut parler des capitales stratégiques qu'il a visitées, comme Accra, où il a rencontré son futur bourreau, la personne qui a orchestré, qui a exécuté, on va dire, sa mort, où il était aussi aux États-Unis, où il a plaidé la cause du Cameroun, l'indépendance des anciennes colonies françaises au niveau de l'ONU. Donc on peut dire que oui, c'était une personne qui a sillonné le monde, mais dans le but de revendiquer des causes justes, des causes africaines. Samuel Akizimana, militant dynamique et anticolonialiste déclaré. Effectivement, en fait, c'est quelqu'un, moi je dirais déjà non dans le contexte, mais Zora a pu le dire en disant déjà il faut regarder son parcours. Il faut comprendre déjà, si on regarde à travers son parcours, déjà il était issu d'une famille très pauvre. Il ne pouvait pas se payer ses études, mais il a dû travailler en tant que domestique dans des familles assez aisées, où il gagnait un peu de sous. Et à travers ces sous, c'est pour ça qu'on peut dire qu'à travers les petits sous qu'il réussissait à avoir, c'est ça qu'il a forgé, parce que comme Mézo a pu le dire, il est allé faire ses études au Sénégal, au Congo, où il a acquis une certaine intelligence. Déjà à 22 ans, il était déjà médecin, hein, comme on a dit à travers son parcours. On l'a envoyé dans des zones toujours reculées, etc. Parce que lui, il avait déjà rencontré Ruben Oumnyombe. Il avait déjà commencé ses actions. Mais revenons maintenant dans le contexte de 1960. Dans le contexte de 1960, on voit que c'est l'année où il y a les choses commençaient à changer un peu en Afrique, le contexte des indépendances en Afrique. Et nous savons qu'à cette époque, la France voulait toujours intensifier ses positions en Afrique. Mais il devait avoir une stratégie en Afrique. Et les personnes comme Félix Moumié, c'était des menaces auprès de la France. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils voulaient une indépendance réelle, totale et réelle. Mais par contre, la France, à cette époque, la France ne voulait pas de ça. La France voulait toujours intensifier, en fait, sécuriser ses intérêts, intensifier ses manipulations au niveau de l'Afrique, alors que c'était pas dans l'objectif de Félix. Ce qui a fait que c'était une menace pour la France, parce que la France devait l'éradiquer. D'où ça revient sur maintenant l'enjeu de ce que la France avec Charles de Gaulle et Foccart avait préparé. Parce que déjà là, la France a introduit son pion à lui. C'est pour ça qu'on revient sur Haïdjo, parce que lui, c'était l'homme de la France, comme on aime le dire, parce que pour garder cette influence en Afrique, la France, nous savons que le système de Jacques Foccart, que j'appelle tout le monde à chercher sur Jacques Foccart, parce que si on ne connaît pas Monsieur Afrique, comme on aime le dire, Monsieur Afrique, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé dans ces années-là. Avec leur influence et leur intérêt en Afrique, ils devaient sécuriser leurs intérêts. Et pour ça, ils plaçaient des pions. Et maintenant, en revenant sur ça, on va revenir maintenant sur Félix Moumié à partir de 1955, où on sait déjà qu'à travers ça, il devait être exilé. Il était exilé. Oui, il était déjà exilé. Étant exilé, d'où on va maintenant comprendre pourquoi il sillonnait différents pays. Parce qu'il avait déjà eu... parce qu'il était un ami fort de Sékou Touré, d'où on le voit toujours qu'il était toujours au Bénin, en Guinée, etc. Oui. Parce que lui était vraiment proche de Sékou Touré. Maintenant, c'était un fervent défenseur et un vrai militant, et pour ça, il plaidait toujours sa cause, en fait. Et sa cause, il est plaidé au sein des différents partenaires. D'où on va voir que ça va avoir une influence sur son parcours, parce que quand il sillonnait, par exemple, il partait, par exemple, au niveau de Accra, par exemple. Accra, parce qu'il a participé à la fameuse conférence panafricaine de décembre 1958, et il avait marqué d'ailleurs ce congrès. Voilà. Oui, effectivement. Déjà, là, quand il était à Accra, c'est là où il a rencontré, comme Moïse l'a dit,
Voilà. La future personne qui l'a assassiné, William Bechtel. Et tout son assassinat s'était passé en Suisse. Et d'ailleurs, c'était programmé par les services secrets français. Mais moi, je dirais que, c'était pas que les Français qui étaient inclus dans cette affaire. Exactement. Parce qu'il y avait les amis. Donc, les amis de la France. Même lui, à l'hôpital, les 3 mots qu'il a prononcés, c'était main rouge, thallium et empoisonnement. Le thallium, c'est ce que William Bechtel a utilisé pour l'assassiner. Et donc, déjà, l'histoire, son assassinat, je pense prévu. Avant, on rappelle juste un petit détail important, parce que le projet de sa liquidation remonte au début de 1960, parce que nous savons que Paris avait soutenu un régime, entre guillemets, le régime ami d'Ahidjo Amadou, installé au mois de mai 1960. Donc, il fallait liquider la rébellion anticolonialiste. Et à sa tête, c'était Félix Moumié. Et Félix Moumié était perspicace parce qu'il a compris que la France commençait à défendre son précaré au Cameroun, qui était considéré comme un pivot entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Oui. Donc, c'est pour voir un petit peu, on ne l'a pas assassiné parce qu'il était militant anticolonialiste, parce qu'il gênait une stratégie que De Gaulle et ses hommes de main ont mis en place. Exactement, parce que désolé, ça me touche à cœur, parce que je dirais à travers là, parce que en fait, il touchait l'intérêt réel de la France, parce que à cette époque-là, c'est là où moi je reviens, à cette époque-là, c'est une époque où la France devait se retirer, soi-disant militairement au niveau de l'Afrique. Mais pour ça, il fallait que les acquis de la France soient protégés. Et d'où Ahidjo comme un pion, d'où la France défendait Ahidjo, parce qu'Ahidjo c'était un pion de la France, c'est la France qui voulait qu'il puisse rester là-bas. Mais les personnes comme Félix Moumié, eux, ils avaient une autre idéologie et ils n'étaient pas dans leur projet dans ce sens-là. D'où lui, il gênait l'intérêt de la France. En gênant l'intérêt de la France, il devait être liquidé. D'où le SDCE qui avec à sa tête et le conseiller Focard, il devait faire en sorte qu'il y ait un plan pour liquider la personne qui gênait le plus. C'était Moumié. D'où ça revient sur quelque chose de très important. Je pense que on va peut-être l'aborder. C'est un rapport avec, comme tu disais, un rapport avec Claude Bonnet qui va venir maintenant en jeu. Parce que en revenant, je vais juste introduire. Je vois que tu me regardes beaucoup. Tu veux parler sur ça. Non, je suis très intéressé. Claude Bonnet qui est William le mot Bechtel. Je parle pas. Mais avant, quand nous savons qu'ils ont utilisé un procédé que le SDES, le service action du SDES, avait utilisé pour liquider les militants du Front de Libération Nationale algérien. Donc, c'était les assassinats ciblés. On appelait ce procédé les opérations homo comme homicide. Donc il y avait des personnalités ciblées. Et on a utilisé exactement le même procédé. C'est pourquoi l'opération élimination, empoisonnement de Félix Moumié a été confiée carrément au service action du colonel Robert Roussia. Donc il faut donner des noms. Et c'est lui qui va contacter donc un homme de main, un Barbouze. Oui, et c'est lui qui veut le contacter. Et ce que j'ai trouvé pertinent, c'est que la personne qui est contactée était en présumée retraite, mais choisit de revenir seulement pour une opération de ce genre. On voit là, en fait, comme Samuel le disait, la volonté de la France de vouloir garder main mise sur ce qu'elle a toujours eu. Et ça montre là l'importance stratégique qu'avait cette zone-là. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cette zone, donc, elle est très particulière. Pourquoi ? Parce que les voies donnent accès à la zone économique de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, et en même temps à l'océan, à la mer. Donc c'est un point stratégique important pour l'économie française qu'il ne fallait pas du tout laisser partir, je vais dire, pas en flambeau, mais si facilement.
Oui, surtout, juste pour ajouter, je ne dirais pas que William Bechtel était en retraite, en réalité. Il n'était pas en retraite, c'était un agent secret, il faut le dire. C'était un agent secret. Ah oui, parce que dans le milieu, on dit on quitte jamais les services. C'est ça. On quitte jamais C'est les ça, services, oui. exactement. Oui. Alors, ce sinistre individu, donc, dans le milieu des espions, on l'appelait Grand Bill. Grand Bill, Voilà. voilà. Oui, son vrai nom. effectivement. Le Grand Bill. Mais son vrai nom, en fait, ce n'est pas ça. Oui. Et son vrai nom, il a révélé que c'était une faute bête qu'il a commise quand on l'a attrapé en Belgique. Donc, son vrai nom, il l'a caché depuis. En fait, il avait plusieurs casquettes qu'il portait à chaque fois quand il était en mission. Donc, à la base, il se présentait à Félix en étant journaliste et qui voulait vraiment parler de la cause de l'UPC. Et c'est comme ça qu'il a convaincu. Et d'ailleurs, on dit que Félix Moumié devait déjà rentrer en passant par l'Égypte le 12 octobre. Pour aller au Congo, ou je ne sais pas exactement où est-ce qu'il... Oui, mais après cela, son vol a été retardé. Donc là, il s'est retrouvé avec le fameux journaliste qui était Claude Bonnet, qui a même écrit un article signé dans le journal suisse avec le pseudo All Claude... Press. Oui. All Press, oui. Oui, All Press avec le pseudo Claude Bonnet. Donc là, ça garantissait une crédibilité quelque part. Alors, je vous Effectivement. propose une petite pause et on revient pour revenir sur les circonstances exactes de l'assassinat de Félix Moumié à Genève le 3 novembre 1960. Jeune Africain, lève-toi pour le combat. Jeune Africain, lève-toi pour le combat. Mais où allons-nous pendant que tout est fait? Et vous venez ramasser nos phrases et ces noms. Où allons-nous pendant que tout est fait? Et vous venez ramasser nos phrases et ces noms. Vous venez nous blaguer pour nous tuer. Voyons comment l'expliquer, c'est compliqué. Ça nous fait mal, oui nous fait mal. Devant nos grandes mères qui meurent dans le silence. Ça nous fait mal, oui nous fait mal. Devant nos frères et ceux qui meurent dans le silence. Faisais ce truc depuis le RC. Si t'es africain, un beau jour tu vas percer. C'est Dieu qui donne, faut rien lâcher. Je lance un big up à tous les braves. Les en veux pas car c'est Dieu qui donne. Un beau jour ton réveil sonne. Et si t'es africain, tu dois te battre. Lève-toi, c'est l'heure du combat. Jeune africain, lève-toi pour le combat. Jeune africain, lève-toi pour le combat. Pourquoi ils viennent nous blaguer pour nous tuer? Voyons comment l'expliquer, c'est compliqué. Ça me fait mal de ne plus voir Thomas Sankara. Oui, ça me fait mal de ne plus voir Patrice Lumumba. Moi, ça me fait mal de ne plus voir Nelson Mandela. Oui, ça me fait mal de ne plus voir Kadhafi. La dignité africaine a été bafouée. Sur la terre entière, ils ne font que nous massacrer. On a fait quoi au monde pour mériter ça? Jeune africain, hey, lève-toi pour ton pays, car nos vies sont menacées. Tu sais, t'es un brave, l'Afrique a besoin de toi. Alors relève-toi, rejoins-nous pour le combat. Jeune africain, lève-toi pour le combat. Jeune africain, lève-toi pour le combat. Pourquoi ils viennent nous blaguer pour nous tuer? C'était là un hommage à tous les jeunes Africains qui ont combattu le colonialisme et qui ont milité pour le panafricanisme. Vous êtes toujours sur les ondes d'Ifrica FM. Nous abordons l'assassinat de Félix Moumié, le leader de l'indépendance du Cameroun. Zora,
évoquer le plan. Donc celui qui a été chargé d'empoisonner, d'assassiner Félix Moumié, à savoir Grand Bill, alias William Bechtel, alias Claude Bonnet. Du moins, c'est comme ça qu'il s'est présenté lorsqu'il va le rencontrer pour la première fois à Accra. Il s'est présenté en tant que journaliste de l'agence suisse All Press. Et la deuxième fois, il va le rencontrer en compagnie de Jean-Martin Chapset, président de la section française de l'UPC, et d'une amie, une étudiante amie de Félix Moumié. Cette fois-ci, c'est à Genève, Zola. Oui, effectivement. Donc, quand il l'a rencontré, ils se sont rencontrés dans l'agence de presse le 14 octobre, et puis ils se sont fixés un dîner le 15 octobre. Et pendant ce dîner-là, déjà, alors William Bechtel était préparé, donc il avait déjà un plan qu'on avait trouvé chez lui après. C'était de l'empoisonner, enfin mettre le thallium dans sa boisson. Alors, le nom du restaurant, c'est Le plat d'argent. C'est symbolique, le plat d'argent. Voilà, on a livré Félix Moumié à De Gaulle sur le plat d'argent. Exactement, sur la symbolique, non. Les hommes de Focard, ils font dans la symbolique. Voilà. Oui. En fait, on n'a rien sans rien. En fait, tout était étudié, tout était... en fait, ils savaient comment ça allait se passer depuis le départ parce que c'est eux qui ont planifié le tout. Mais je sais pas, j'ai envie de dire le coup du sort ou le hasard a fait que les circonstances dans lesquelles il est mort n'ont pas été déroulées selon le plan qui était initialement prévu. Voilà. Après, exactement. Parce qu'il devait mourir normalement à Conakry. Donc, à Conakry. Tout à fait. Et là, non, les plans ont été bouleversés. Du coup, ce qui se passe, c'est que le plan, c'était... donc, pendant qu'ils sont à table, il a son verre. Donc, l'idée, c'était de le distraire avec un appel. Et pendant qu'il était distrait, on devait glisser quelque chose dans son verre. Donc, le thallium. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsqu'il revient après la distraction, donc c'est un militant, il parle beaucoup, donc oui, il n'a pas imagine bien. Boire, donc, voilà. Et donc, il est très engagé dans la discussion, le temps passe et on a presque l'impression qu'il a oublié qu'il avait un verre en face de lui. Donc, les autres à table, qu'est-ce qu'ils se disent ? Le plan ne marche pas, donc il faut qu'on trouve une autre solution, on improvise. Donc, on décide d'empoisonner un deuxième verre. Donc, le premier, c'est un verre de Ricard et le deuxième, c'est un verre de vin. Oui, comme ça. Donc, ils mettent le thallium dans le deuxième verre et j'imagine qu'après un moment, on a beaucoup parlé d'une soif, donc il boit d'un coup le deuxième verre. Et pour étancher sa soif, il ajoute le premier verre qu'il avait oublié pour le Ricard, là, le deuxième verre. Le verre de Ricard. Moi, j'ai trouvé une autre dire sur ça. Oui. Ils ont dit, la personne qui racontait dans une petite vidéo, il disait, quand on a fait le coup d'appel, et qu'il était parti, parce que vu qu'il n'y avait personne derrière le coup de fil, et quand il est revenu sur la table, il avait des soupçons. En fait, c'est pour ça qu'il n'avait pas pris le verre de Ricard. Oui. Parce qu'il s'est douté qu'il y a peut-être quelque chose qu'on aurait mis dans son verre. Mais le plus bizarre, c'est qu'après, il a continué à boire son vin tranquillement. Et d'où le coup du sort, ils se sont dit non, vu que le premier coup n'a pas marché, il faut faire le deuxième coup. Mais selon ce que j'ai entendu, c'est que William oui, son nom m'est compliqué parce que c'est un peu compliqué son nom. Il devait renverser en fait le verre de Ricard. C'est ça justement. Mais ils ont oublié de renverser le verre de Ricard. Ce qui fait que le coup du sort, c'est qu'il a pris une double dose qui était initialement prévu. Exactement. C'est qui a fait que tout le programme qui était préparé s'est chamboulé sur place. C'est-à-dire que la personne qui devait mourir en retournant en Conakry, 24 heures, durant les 24 heures qui allaient... Les 24 heures après le dîner. Donc, en principe, il devait mourir lorsqu'il devait arriver à Conakry. En fait, même si le plan était chamboulé, mais ils avaient toujours un deuxième plan, parce que même s'il est mort, enfin, il avait ses douleurs pendant la nuit, il souffrait, il était transmis à l'hôpital avec Liliane. Qui était elle aussi, je ne sais pas de quoi. On ne sait pas quel est le rôle, parce que même les historiens, même les enquêteurs, il y avait des enquêtes sérieuses sur les circonstances de l'assassinat.
il y a toujours un point d'interrogation par rapport donc, à Liliane. Mais on ne sait pas si elle travaillait pour les services certains secrets. certains disent la plupart disent qu'elle était une correspondante du STES. Oui, parce que en voyant si elle défendait William Bechtel en disant que non, j'étais avec lui, même elle a essayé de dire qu'elle était avec lui pendant la soirée, c'est elle qui a pris le dîner avec lui, tout ça pour dire que William il n'avait rien à faire dans cette affaire. Donc du coup, même si on l'a empoisonné, même si leur plan n'a pas fonctionné, mais quand même, on dit que le responsable de la police suisse, il était complice avec William Bechtel, vu qu'il a laissé le temps à William de s'enfuir juste après. Donc, ils ont commencé l'enquête après 15 jours qu'il était à l'hôpital, alors qu'ils savaient qu'il était empoisonné avec du thallium. Donc, c'est après 15 jours qu'on était réquisitionné sa maison pour faire des enquêtes. Perquisitionné. Alors là, donc, Mzoura, vous ouvrez une parenthèse intéressante par rapport aux perquisitions. Quand on perquisitionne, qu'est-ce qu'on retrouve dans sa maison? Là, ça nous renseigne un petit peu du comportement de ce bonhomme, non? Oui, effectivement. Quand on a perquisitionné sa maison, on a trouvé des plans, en fait, le plan, comment il allait empoisonner Félix Moumié, par rapport à la FLN aussi, ils ont trouvé beaucoup de choses. On a retrouvé des traces du thallium, dans sa poche. On a retrouvé des archives découvertes qui comportent, je pense, des documents intéressants, la surveillance ou des opérations relatives au cadre du FLN et de tous les militants anticolonialistes. Donc il avait toutes des dossiers sur les militants anticolonialistes. Il avait des dossiers, des photos, en fait, toutes les preuves qui disent que c'est vraiment une personne qui était fourrée dans des histoires pareilles depuis on a retrouvé même le plan. Là, c'est ça. En fait, on a retrouvé tout ce que... En fait, c'était un agent de DCCE qui était du STES, qui était le pionnier au niveau de la Suisse, en fait, en réalité. Tout ce qui constituait cette agence-là passait directement par Gambile, parce qu'il était, comme Moïse a pu le dire en disant, on le considérait comme un agent dormant, en quelque sorte, comme s'il était à la retraite, etc. Mais c'était faux, parce qu'il était vraiment actif, parce que lors de la perquisition, comme vous venez de dire, on a retrouvé plusieurs preuves. Il a travaillé pendant la guerre de libération algérienne. Il faut dire aussi une chose, parce qu'on a réquisitionné sa maison après 15 jours. Imaginez maintenant le tas de dossiers qu'il a pu avoir le temps d'effacer, de dissimuler, etc. C'est-à-dire que pendant cette période de 15 jours, malgré tout ça, on a pu trouver certaines des preuves. Parce qu'il faut regarder, c'est un agent secret. Donc, dès que ça s'est passé, c'est sûr et certain qu'il a dû effacer certaines de ses traces. Mais après 15 jours, on a toujours trouvé certaines des preuves. Et on dit que sa maison aussi, le lieu de sa maison, c'était très stratégique. Ouais. Il pouvait rentrer en France et en Suisse en même temps. En quelques minutes. Et donc, tout ça, c'était bien étudié. Donc, par rapport à son emplacement, même s'il était un agent secret français, il avait des papiers suisses aussi. Donc, tout ça, c'était pas au hasard, en fait. Et c'était étudié depuis le départ. Alors, il est empoisonné, hospitalisé, Moïse, puis il décède le 3 novembre. Il décède le 3 novembre en Suisse. Mais moi, juste pour faire la connexion avec la continuité de ce que de Samuel disait, après les enquêtes, il y a un mandat d'arrêt international contre le William Bechtel. William Bechtel. J'aime l'appeler Grand Bill parce que le nom est un peu compliqué. Oui, et donc il est arrêté. Puis il est extradité. Mais ce qui me désole, c'est qu'après, il est libéré sous caution. 100 000 francs. En payant 100 000 francs. Et aussi, ce qui est impressionnant, pardon, Moïse, je t'ai coupé la parole, c'est que, en fait, l'avocat qui l'a défendu, Charles, il disait que oui, c'est vrai qu'on a trouvé du thallium dans sa poche, mais peut-être c'est des allumettes. C'est des allumettes, donc c'est-à-dire qu'on trouve du thallium dans les allumettes. On a lancé l'enquête après 15 jours. Donc, ce qui veut dire que peut-être une personne est rentrée dans sa maison, il a mis quelque chose dans ses poches, etc. pour dire que c'est William qui a fait ça. Et au final, il était libéré. Même s'il était un peu vieux. Non, mais par rapport à ce qu'il a fait. Sa libération n'a pas étonné les observateurs, dans la mesure où. Je vais vous lire d'ailleurs la réaction du patron du SDES à l'époque, Paul Grossin. Voilà ce qu'il dit textuellement. La dose était trop forte,
Bref, elle aurait dû mourir en arrivant à Conakry le lendemain, mais elle est morte à Genève, d'où le scandale. Exactement. Oui, Parce que Donc, pour vous dire, donc, c'est du cynisme. C'est pour ça qu'il s'assume y avait un directement. mandat Voilà. international. Parce que Voilà. c'est pour ça même, selon certains dires que j'ai pu entendre en disant, c'est pour ça même ça a créé plus de bruit parce que dans le plan, il ne devait pas y avoir des scandales pareils au niveau de Genève parce que déjà, on considérait que la Suisse était un lieu de rencontre de plusieurs services secrets, etc. Donc ça devait se passer, donc il devait mourir soit au Caire, soit dans un autre pays qu'au niveau de Genève. C'est qui était déplorable pour eux, d'où ça a créé plus de bruit. Donc, s'il n'était pas mort au niveau de Genève, ça n'allait amener aucun bruit. Tout le monde allait s'en foutre en réalité. On l'allait considérer comme s'il est mort d'une Pas mort s'en foutre, naturelle. mais dire C'est qu'on ne une sait mort pas naturelle. l'origine. Oui, donc ils vont pas aller dans des Mort recherches. naturelle. Non, mais Parce le que pire, c'est ce qui s'est Le passé. thallium, il est tribunal- inodore, il est inodore, il laisse aucun oui, c'est trace vrai, en fait. mais le C'est- tribunal a prononcé un non-lieu. Donc c'est exactement ce que Mesura dit en fait. Ouais. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et Oui. ils sont parce que ils ne peuvent pas, on va dire, s'accuser entre eux. Ils doivent se protéger d'une Oui. certaine manière. Donc voilà, c'est pas notre problème. On se débarrasse de l'affaire. Et Les intérêts de la France sont protégés. voilà. Et un acte symbolique que moi j'aimerais souligner, c'est celui de son ami. Sékou Touré, Oui, ouais. son ami qui s'est porté volontaire donc pour affréter un avion, rapatrier sa dépouille dans sa terre natale. Et pour moi, c'est symbolique parce que voilà, ça représente l'unité l'Afrique. qui doit se faire voir aujourd'hui dans tous les pays africains. Il faut regarder toujours ici, je reviens toujours dans ta symbolique à toi, qui est très important à souligner. Il faut regarder l'époque où il ne pouvait pas retourner au niveau du Cameroun, son corps, donc il était abandonné. S'il n'y avait pas l'intervention de Sékou Touré, son corps, ça aurait été autre chose. Mais à travers ce geste-là, ça a montré ce qu'est l'unicité. Et surtout, il faut regarder, c'est des gens qui s'est battus pour le continent africain avec un but, ils voulaient l'indépendance réelle et totale de l'Afrique. Et aussi, une autre chose que j'ai trouvée sur Internet, c'est que sa tombe était ouverte. Quand sa femme est retournée en 2005, je pense, a trouvé que sa tombe n'était pas comme ils ont laissé. Donc c'était peut-être que je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Un assassinat post-mortem. Donc, Oui. pour vous dire que tous ceux qui ont gêné le néocolonialisme étaient pourchassés et assassinés. Assassiné. Donc, ce n'est pas le premier qui a à être assassiné en Occident par les services français ou bien les autres services donc occidentaux, mais il y aura Sankara, mais avant lui il y avait Lumumba. On a déposé Ruben Mnyube aussi. C'était le premier qui a été assassiné, donc 1958. il a été assassiné dans le dos, donc voilà. Donc la France qui parle aujourd'hui de l'honneur, quand l'histoire de la France et l'Afrique, c'est une histoire de déshonneur. Voilà. C'est une histoire sanglante en réalité. On peut dire que c'est une histoire de vampire. Parce que si on regarde beaucoup de personnes ayant laissé la vie, et en regardant sur quoi, eux, ils défendaient leurs intérêts, mais eux, ils défendaient leur honneur. Et juste, ils voulaient avoir leur acquis, c'est leur terre. Ils voulaient protéger. Ils voulaient se développer, ils voulaient avancer, ils voulaient la paix pour tous. Et ils ont été tués en cherchant la paix. Et je dirais qu'ils savaient déjà qu'ils vont être tués, parce que même si on revient sur les mots de Félix Moumié, il dit que en nous défendant la liberté, la dignité de notre population, même si cela doit coûter notre vie. C'est le mot de la fin de cette émission Zohra Al-Hayati. Je tiens à vous remercier vivement. Je remercie Moïse Self et Samuel Akizimana. À la semaine prochaine.